des prix. Et ça, c'est une courbe un peu compliquée, mais qui répond à la question suivante. Quelles sont les ressources disponibles dans le monde permettant de satisfaire à la demande de pétrole et à quel prix sont-elles disponibles? Alors vous voyez que, évidemment, il y a des fourchettes. En gros, vous avez toutes les ressources du Proche-Orient qui sont entre, je dirais, 5 et 25 dollars le baril. Vous avez ensuite les autres conventionnels, alors là la fourchette est très large, je vous prie de m'en excuser, par souci de synthèse, qui se situent entre 10 et 70 dollars le baril, puis l'Arctique, etc. Les non conventionnels, ils sont ici. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les non conventionnels, il faut faire des moyennes, ils ont besoin, en gros, d'un prix du baril de 60 dollars, 63 à l'époque, on avait calculé très précisément chez nous avant de se lancer dans les propans, donc de 60 dollars le baril pour être compétitif. Autrement dit, au-dessus de 60 dollars le baril, il y a une extraction possible, en moyenne évidemment, des pétroles non conventionnels américains, et en dessous, il y a une très grande partie des industriels qui vont souffrir. Mais ces 60 dollars, que représentent-ils? Si vous tirez une barre ici à 60 dollars, vous vous rendez compte qu'il y a une très grosse partie, c'est-à-dire tous les gens qui sont au-dessus de ces 60 dollars, vous apercevez que ça va faire presque un tiers des ressources mondiales de pétrole qui ne vont pas être économiques. Et c'est la situation dans laquelle on est actuellement. C'est-à-dire qu'on a une situation de prix du pétrole aujourd'hui telle que énormément de productions sont peut-être marginalement rentables, une fois que le puits est tiré, une fois que le puits est creusé, on peut toujours extraire le pétrole, mais ne sont pas en mesure de reconstituer leurs réserves, leurs ressources et de reconstituer la capacité à produire. Donc c'est une situation qui est éminemment instable. Normalement, ça devrait s'arrêter. Quand on regarde que la consommation mondiale de pétrole continue de croître, malgré tous les efforts que l'on peut faire, en gros, il y a 1 à 2 millions de barils jour qui sont ajoutés chaque année à la consommation. Par souci du temps, je ne vais pas montrer le graphe, mais en gros, il y a 1 million de barils jour qui sont ajoutés chaque année. Quand on s'aperçoit que la production baisse un peu, notamment à cause des pétroles américains, et bien on s'aperçoit que la situation n'est pas tenable. Elle n'est d'ailleurs pas tenable non plus pour les pays du Golfe, parce que eux, si on rajoute leurs dépenses qui sont financées par les hydrocarbures au prix d'extraction de ces hydrocarbures, alors on a des prix énormes, et on se dit que pour que ces pays-là aient une économie durable, il faudrait retourner à des prix très très élevés. On trouve 100 dollars le baril sur raisonnement, et un raisonnement économique global, il est évidemment critiquable, mais je ne crois pas que ce soit le but. Et ça sera mon dernier graphique, ou mon dernier, je ne sais pas, qui est de montrer vraiment le phénomène qui s'est produit, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Regardez, ici, vous avez l'évolution des productions non OPEP. Regardez ce qui s'est passé entre 2010 et 2015. Elles ont augmenté, et pas un peu, elles ont augmenté de 6 à 7 millions de barils par jour. Et qui a augmenté ces productions? Ben, c'est assez simple, c'est principalement les Américains. Et vous avez en dessous, si vous avez récupéré la flèche, en dessous, l'évolution des productions américaines. Donc on a une production non OPEP qui a augmenté de 5 millions de barils par jour. Si on regarde du côté de l'OPEP, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu un OPEP très hésitant, et regardez, il y a eu une baisse. L'Arabie Saoudite a essayé de moduler ses productions. Regardez les productions d'Arabie Saoudite, vous voyez qu'elles sont extrêmement stables en face d'une croissance, mais d'une croissance assez forte des productions OPEP. Donc on a un jeu finalement un peu compliqué, mais qui peut se résumer, je trouve, pas mal sur ces courbes-là, où les pétroles non conventionnels américains ont ajouté une ressource considérable, 5 millions de barils par jour, j'ai dit 5% du marché mondial de pétrole, 10% du commerce mondial de pétrole. Donc une ressource considérable. Cette ressource a évidemment perturbé les pays qui avaient le plus besoin de leurs exportations de pétrole, à savoir les pays de l'OPEP, qui ont eu évidemment du mal à s'adapter, ont essayé de jouer leur jeu sans y parvenir, avec une Arabie Saoudite qui n'a pas joué son rôle de leader de marché, qui n'a plus une sorte de stabilité
avec toutes les conséquences qu'on a vues sur les prix. Le dernier, c'est promis, c'est les stocks. On est encore dans une situation de stock trop élevé. Donc je dis que la situation n'est pas durable, et pourtant elle dure. Et là, je dois dire qu'il y a un phénomène qui est un petit peu compliqué à comprendre, parce que normalement, quand on voit l'augmentation des productions, des consommations, et quand on voit la prévisibilité de baisse de production, normalement, cette situation devrait s'interrompre. Quand on a fait cet article avec le GHSC en 2015, on pensait, et c'était aussi confirmé par les chiffres de l'EIA, qu'il y en avait pour jusqu'à fin 2016-2017. Quand on regarde les courbes que publie l'EIA aujourd'hui, ils mettent facilement un an de plus. Peut-être qu'on fera pousser un an de plus. Alors, quels sont les phénomènes à l'œuvre? Ils sont très difficiles à décrire, mais il y en a certains. Un, la baisse des productions des gaz de schiste a été beaucoup plus des pétroles non conventionnels et beaucoup plus lente que ce qu'on aurait pu croire. Parce que quand vous regardez la courbe d'un puits, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, la décroissance est très rapide. Et comme ces puits s'étalent maintenant depuis une dizaine d'années, on a énormément de puits qui sont dans leur phase de plateau après décroissance rapide. Et donc cela continue à produire très lentement. Si vous accumulez des courbes en cloche assez pointues avec une très longue queue et que vous les mettez les unes par-dessus les autres, vous obtenez quelque chose qui au fond ressemble à un plateau. Et c'est ce qu'on voit sur la courbe que je montre avant. Ça décroît, mais ça décroît lentement. Excusez-moi. Voilà. Ça décroît, mais ça décroît lentement. Premier phénomène, il y a celui-ci. Deuxième phénomène, il y avait des réserves de production dans les pays de l'OPEP notamment, et dans les pays de l'OPEP aussi un peu, et ces réserves, elles se sont exprimées, et donc ça permet aussi, là, de maintenir des stocks qui restent des stocks très élevés, et ça c'est une courbe que publie le MIA qui est quand même assez probante. En gros, l'air bleuté, c'est le besoin de stock qui est exprimé avec une fourchette, et le vert, c'est le stock. Vous apercevez qu'on est depuis un moment avec un stock qui excède très nettement la nécessité de ce stock. Donc, pour me résumer, parce que je pense qu'on va faire les gros yeux, nous sommes les grands gagnants de cette affaire. On n'a pas mis un ticket et on a récolté une division par deux de notre nature pétrolière. J'ai la parole. Bravo. Deux, il y a des raisons assez faciles à comprendre pour lesquelles ce jeu de baignoire des combinés, si je m'exprime ainsi, conduit à la baisse des prix qu'on a vu. Et trois, aujourd'hui, malgré le fait qu'on est dans une situation où le prix ne permet pas de reconstituer les capacités à produire et à satisfaire la demande, on est encore sur un prix bas. Et malheureusement, il y a quelques indicateurs, ou heureusement, j'en sais rien, malheureusement pour les gens qui vont indépendants, il y a quelques indicateurs qui montrent que ça pourrait durer encore un peu, ou en tout cas un peu plus que ce qu'on avait prévu initialement. Merci à vous. Merci pour le timing et la clarté de vos propos. Je passe la parole à Eline Broek. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous êtes dirigeante fondatrice de la fondation Quid Novi, qui est un institut d'analyse de politique économique basé aux Pays-Bas. Et vous allez nous parler des impacts des schistes sur la compétitivité industrielle. Somebody asked me yesterday, so where does analyze stand in all this? Today I'm going to talk about the US, because I'm currently based in the US. But indeed, the political discussion about shale gas in the Netherlands has also revived recently, especially in the context of TTIP negotiations and the energy chapter in that. And the Dutch government has actually started researching different sites to see what the opportunities in the Netherlands are. But speaking about the US,
So I want to briefly look at this graph with you, basically showing natural gas prices in nominal US dollars. So this graph is comparing Japan and Europe and US. And as you can see, natural gas prices in Japan are way up there. And then, really interestingly, since April 2012, US prices bottom at $1.95 to Europe's $11.42, which is actually the widest gap in recent times. And this gap is actually growing and growing. Now, why is this? So, the first question Europeans may ask is, because this is a very American way of thinking, is everything about price? What about our environment? What about other considerations and fears that we have? Well, maybe it's not all about price, but there's a lot of arguments that Americans deem really important, and one of them, especially in the US right now, is jobs. So more than half a million new jobs actually exist because of shale gas. And particularly, I want to give the example of Pennsylvania, which is actually home to the Marcellus shale that has spurred a natural gas boom, and energy experts actually project 200,000 new jobs by 2020 thanks to shale. And the pay is pretty good too. The average salary for an oil and gas worker is about $60,000 per year, which is actually 50% higher than the average private wage in Pennsylvania. So there's a wealth of natural gas in shale rock, and there's some 1,000 trillion cubic tons recoverable in North America alone. In 2009, 87% of natural gas consumed was produced domestically, according to the U.S. Energy Information Administration. So at the 2010 rate of consumption, potential shale resources can last more than 100 years of use, and this is for the U.S. only. Just to briefly summarize the numbers. So why is that important to us? Because that's the U.S. The U.S. has different people, the U.S. has different politicians and different decisions. Well, it is extremely relevant for the discussion in Europe. So the main question I think to be asked and discussed today is, will the U.S. become a nat gas exporter within the next decade, and whether this is good or bad for chemical companies which rely on natural gas? So if you think about this question, and then I'm going to read out loud to you the recent text that has actually leaked from the TTIP chapter on energy, published in The Guardian on July 16. And I quote, "The parties, the US and the EU, must agree on a legally binding commitment to eliminate all existing restrictions on the export of natural gas and trade between them as of the date of entry into force of the agreement." I don't know if you remember, the reason I was actually here in Paris last December with the climate talk, and I wonder what this, first reaction I had to this leak was, what about the climate commitment that we all have? So my biggest concern is, how can we, Europe, be so against shale gas and at the same time negotiate with the United States about importing it? So, coming back briefly to that eco claim. So, despite the negative environmental impact of harvest deal, natural gas actually does win when it comes to one eco-friendly claim. As the cleanest fossil fuel, natural gas combustion emits far lower levels of carbon dioxide, nitrogen oxides, and sulfur dioxide compared with coal or oil. So if used in efficient combined cycle power plants, natural gas carbon emissions are half that of oil. So again, putting that in a context, so we think it's okay to free ride on whatever the United States is producing, but we don't think that it's okay to start thinking about creating our own resources here in Europe. So looking at this graph, I wanted to briefly, well, I think that this has already been discussed, but I was going to briefly talk about the US. So if we just look at the US energy consumption by fuels, of course, in 2040,
it's predicted that 81.3% is actually going to be fossil fuels, and natural gas is making up the majority of that projection. So, also mentioned, our think tank actually produced a paper about other things to consider when discussing natural gas production in Europe. And one of that is our position on tax. So, first of all, some individuals in a discussion tend to forget that there's massive industrial relocations. So now that the US has actually allowed certain sites to be further developed, companies from China, but also actually from Europe, are massively moving to the US and basically leaving Europe. On top of that, the discussion in Europe has actually evolved around the risks, but the political discussion in the US is actually centered about different methods of shale drilling and have had different reactions and policy responses. To give you a very brief example, I live in Colorado, and right across from where I live, there was a fracking site that they opened, and then of course there was massive objections from the local population, and now it's actually put on a hold because the discussion is not so much about whether there will be fracking taking place in